Elle s'appelle Liliane Glock, comme le nom d'un célèbre pistolet, mais elle est bien loin d'être un tireur d'élite. On dit néanmoins que dans son milieu, les femmes doivent savoir se défendre. Est-ce qu'il faut être un sniper quand on est un avocat ou est-ce qu'il faut être un tireur au pistolet? Au pistolet mitrailleur. Ça dépend des circonstances, hein. Mais bon, oui, il faut être un peu... C'est sûr qu'un avocat, surtout pénaliste, il ne faut quand même pas que ce soit un endormi, hein. Même celles qui ne font que du pénal, on leur reconnaît à demi-mot cette qualité, quoi. C'est pas... On le dit du bout des lèvres, quoi. C'est pas tonitruant. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est un milieu qui est très misogyne. Je sais pas pourquoi. Les femmes sont dangereuses, sûrement, c'est ça. Même si elle n'a pas une arme à la main. Bah, les armes de l'avocat, c'est pas les fusils, hein. Je sais pas. C'est l'envie de gagner. Liliane Glock évolue dans un monde où on compte aujourd'hui plus de femmes que d'hommes, mais où les grandes avocates du barreau sont méconnues. Certaines ont pourtant réussi à percer. La très discrète Jacqueline Lafont, qui s'illustre dans tous les célèbres dossiers politiques, Messier Chirac, Pasqua ou Sarkozy. Avec son mari Pierre Haïk, un autre ténor du barreau, ils sont redoutés. Liliane Glock ne fait pas partie du Gotha parisien, mais sa réputation lui a valu d'être avocate de Simone Weber, condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de son amant, du tueur en série Francis Holm, condamné pour 9 meurtres, et du Hamas, ce qui lui vaudra une rencontre avec Yasser Arafat. Et ces deux femmes, Janine Bonadjunta et Nathalie Tomassini, qui ont connu un succès sans précédent grâce à l'affaire Alexandra Lange, qu'elles feront acquitter du meurtre de son mari. Plus tard, elles feront à nouveau sensation avec l'affaire Jacqueline Sauvage. Celle-ci sera partiellement acquittée par François Hollande. À cette occasion, le duo sera reçu par le président, selfie à l'appui. Nous avons accompagné ces avocates pendant plusieurs mois. C'est au 3, c'est là. Mère de famille et divorcée, Nathalie Tomassini et Janine Bonadjunta sont sur tous les fronts en matière de droits des femmes. Leur réputation leur a ouvert les portes de l'Assemblée nationale où elles défendent un projet de loi. Quand on a commencé il y a 5 ans ce combat contre les violences faites aux femmes, il est clair qu'on n'imaginait jamais venir un jour à l'Assemblée, en tout cas encore moins aller à l'Élysée rencontrer le président de la République pour une affaire qui nous concernait dans notre cabinet. C'est pas le dernier combat, ça sera pas le dernier combat. Ça sera pas le dernier, mais il faut toujours être critiqué et jalousé pour avancer. La preuve en est, c'est qu'avant nous, d'autres femmes se sont heurtées à des critiques et finalement, en avançant, ont réussi à se faire non seulement entendre, mais à modifier les lois. Janine et Nathalie assument sans complexe leur succès médiatique et la reconnaissance que cela leur apporte. Les gens vous dévisagent beaucoup là. Ouais, on fait plus attention. C'est sympathique d'ailleurs d'être salué dans la rue. Aujourd'hui, elles se rendent à Schiltigheim, près de Strasbourg. Superbe! Oh la classe! Ah j'adore! Je veux être mère! Ouais! Waouh! Magnifique! À vous et merci pour votre disponibilité, pour votre gentillesse. Merci à vous. Merci d'être venu. La mairie organise un colloque sur les violences faites aux femmes et on est aux petits soins pour le duo d'avocates. Non, vraiment honoré. Un credo, ne jamais fuir les médias. Il faut aussi faire changer les mentalités. Je crois que c'est la première des choses. Parce que tout le monde, à côté de lui, a une femme qui est victime de violences soit psychologiques, soit physiques, soit les deux. Et il faut qu'on entende... Les deux avocates se sont débrouillées pour que l'affaire Alexandra Lange fasse l'objet d'un livre et d'une fiction dont l'énorme succès profite à leur cause et leur notoriété. Elles ont d'ailleurs invité Alexandra en personne. Du coup, pour la diffusion du film, la salle est pleine. Je voulais vous dire, toute notre émotion, bien sûr, je crois que toute la salle la partage, la bouffée d'oxygène, de courage, de chemin que vous représentez pour vos sœurs de calvaire en vous remettant la médaille d'honneur de la ville de Schiltigheim.
est dans une situation déséquilibrée, elle et moi. Je suis timide et pas elle. Et je suis soumise et pas elle. Oh non, n'importe quoi. T'as pas pu dire une chose pareille. Il y a un chef? Ça dépend des jours. Normalement, non, il n'y a pas de chef. À Strasbourg, j'étais vraiment fatiguée. J'ai eu le tournis, j'ai eu des vertiges. Donc j'ai un corps, c'est pour ça qui est parfait. Tout de suite, il m'envoie des signaux. Ça suffit, tu te calmes, tu te couches, tu dors. Voilà, ce que j'ai fait. Enfin, Tu parles pas? Je parle pas, ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Comme a dit mon fils, tu te rends pas compte, ça fait 14 ans que je te supporte. 14 ans. Et moi, 14 ans de vie. Ouais. Je n'ai pas encore atteint. Ah mais il compatit, tu sais, il me parle souvent de toi, mon Oui, fils. on se comprend bien, Oui. tous les deux. Et il me dit, faut que j'en parle à Janine, il y a un gros problème. Mais c'est devant les tribunaux que Janine Bonaggiunta et Nathalie Tomassini se sont construites une notoriété. Devant la cour d'assises de Nancy, les médias les attendent. On parle d'une nouvelle affaire, Jacqueline Sauvage. Cette femme, Sylvie Leclerc, est accusée d'avoir tué son compagnon d'un coup de fusil à bout portant alors qu'il dormait dans son lit. Elle le décrit comme tyrannique et violent et dira que c'était pour se libérer de son emprise. Les avocates plaident l'acquittement car elles estiment que Sylvie Leclerc a agi sous une sorte de légitime défense à effet retard. Ces flashs et ces caméras, ce sont les deux avocates qui les ont voulus. Les médias font partie d'une stratégie de défense, mais ont pris peu à peu une place importante. C'est extrêmement bizarre parce qu'en fait, quand elle est là, ça m'énerve. Et quand elle n'est pas là, elle me manque, la caméra. Donc c'est très très bizarre. Oui, c'est une forme d'addiction. C'est une drogue. Et puis en même temps, c'est assez... Oui, c'est comme une drogue, c'est excitant. Moi, je m'en passe très bien. J'ai été assez contente parce que ces jours-ci, on a fait une pause. Donc pour moi, ça m'a reposée. Tandis que les unes se soucient de leur image auprès des médias, d'autres, comme Liliane Glock, s'en moquent. 35 ans de barreau lui ont tanné le cuir. Son bureau se trouve d'ailleurs dans une zone défavorisée de Nancy. On s'attendait à vous voir dans un quartier bourgeois, avec un... Bah oui, mais je suis assez souvent là où on ne m'attend pas. Et là, je suis en zone franche urbaine. Son duo de choc, elle le fait avec son inséparable compagnon, Sushi. Vous êtes quand même complètement atypique. Ah, ça, je ne sais pas. C'est pas moi qui peux le dire, mais moi, je le dis. je le crains quand même. Ça vous dérange? Vous en faites une marque de fabrique, hein? Non, ça m'est égal. Je suis comme je suis. Mais c'est vrai que... Et je ne dois certainement pas être la seule, hein, atypique. On doit être quand même une petite poignée d'atypiques. On vous dit grande gueule. Ça me paraît faux aussi, quand même. Ne serait-ce que... Parce que déjà, j'ai pas l'organe pour être grande gueule. C'est une des différences entre les hommes et les femmes du barreau. Un Sushi. On ira courir demain. Ça a été une vocation de faire ce métier? Non. Non, mais ça, j'ai déjà dit, hein, je ne veux pas entrer dans ce truc-là quand c'est pas vrai. C'est vrai, je crois qu'il y a des confrères qui ont eu la vocation quand ils étaient petits, etc. À vrai dire, moi, je n'ai pas eu de vocation. Ma vocation, c'est de vivre, tranquille de préférence, voilà. Donc, non, pas de vocation. En fait, pas de vocation, mais j'apprécie bien maintenant que j'y suis, on va dire ça comme ça. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup sacrifié pour ce métier? Pas trop. Non? Non, déjà, j'aime bien. Donc, c'est pas un sacrifice. Ça, c'est quand même les idées d'autrefois, où on nous disait « Ah, les études, c'est dur. Pendant ce temps-là, les autres, ils vont s'amuser. Après, une profession à responsabilité, ah, c'est dur.
Les autres, ils vont à l'époque au bal, actuellement en boîte, le samedi, au lieu de ceci, au lieu de cela. Quand on a la chance de faire un truc quand même intéressant, faut peut-être pas aller pleurer dans la soupe, quoi. Voilà. Moi, je dois dire non, j'ai pas sacrifié grand-chose. En tout cas, pas les promenades et pas les moutons. Venez les moutons! Alors, les moutons? Tu voudrais être chien berger, Sushi? T'as vu ça? Je vais enlever la robe d'avocat. J'ai pas envie d'avoir de poursuite du Conseil de l'Ordre parce que mon chien se roule dedans. Soussou, tu viens? Allez. Tu vas avoir de la bonne soupe. Hop là. Oh la vache, on va faire nettoyer la voiture. Le second bureau de Liliane, c'est sa voiture. Sushi, il y a un cheval. Elle y reçoit des appels des plus étranges. Allô? Oui, je voulais prendre un rendez-vous avec vous. Ouais. Parce que j'ai une affaire sur Strasbourg, je suis parti au tribunal et vraiment, ça s'est vraiment mal passé. Ça s'est mal passé, ça veut dire quoi pour vous? Ils m'ont donné 6 ans. Ah oui, quand même. Donc vous êtes recherché, c'est ça, non? En gros, c'est ça, oui. Ah, c'est pour ça que vous n'avez pas de téléphone? Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de téléphone. J'ai plus rien. D'accord. Donc il n'y a aucun moyen de vous joindre. On est en plein roman, là. 6 ans, pourquoi, monsieur? Ben, c'est pour on me reproche du stupéfiant, hein. Bon, mais ce qu'il y a de toute façon, c'est que vous ne pouvez pas passer votre vie comme ça en cavale, hein. Ça n'existe pas, ça. On m'a parlé de vous, parce que vous avez eu des affaires qu'il y a eu aussi même 4 mois et vous avez réussi à quitter. Bon, ça marche, je vous dis à demain. Donc vous êtes réputé pour faire acquitter les trafiquants de drogue? C'est aux clients qu'il faut demander, hein. Liliane Glock commence sa carrière sur le tard, mais se taille rapidement une solide réputation. Divorcée et sans enfant, c'est une femme qui aime son indépendance. Il y a quelques années, elle défend une petite association palestinienne de Nancy. À force de succès devant les tribunaux, elle devient avocate du Hamas. Elle se rend aujourd'hui au Qatar pour rencontrer ses sulfureux clients. Vous n'êtes pas dit, ah ben tiens, il faudrait que je me pose ou il faudrait que j'arrête? Je garde ça pour quand je serai vieille. C'est-à-dire peut-être bientôt, je sais pas. À quel âge on est vieux? Ça doit être personnel, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vous disent... Moi, je vois ma belle-mère, elle est morte à 86 ans, et je lui ai demandé quand elle a commencé à se sentir vieille. Elle m'a dit jamais. Donc, il y a des expériences heureuses. Ça a l'air d'être un truc réservé aux hommes parce que je sais pas où sont passées les femmes. Même le personnel, tout le monde a disparu. Je me sens déjà un peu criminelle d'être là. Liliane est à Doha pour rencontrer les dirigeants du Hamas. À la surprise générale, elle a obtenu devant la Cour de justice européenne que ce mouvement palestinien ne soit plus classé terroriste en Europe. Cette décision a estomaqué les juristes du monde entier. Généralement, ce sont des armées d'avocats qui réussissent ça. C'est très amusant que vous me disiez ça, parce qu'à la suite de la victoire que nous avons, du succès devant le tribunal de première instance de Luxembourg, il y a eu diverses publications sur Internet qui disaient que le Hamas avait obtenu ça en faisant payer par le Qatar une armée d'avocats. Ce qui est quand même d'une absurdité absolue. Liliane est reçue par Khaled Meshal en personne, le responsable politique du Hamas. L'Europe a fait appel de la décision de la Cour de justice européenne et bientôt, l'avocate française devra affronter seule une nuée de juristes européens. Merci beaucoup. Hein? Very good. Very good, very good. See you soon. See you soon. All of you. Okay. Inshallah. Pas de poignée de main, Liliane Glock connaît les coutumes.
Ça vous étonne qu'ils aient pris une femme Comme tout le monde, au début, j'avais un préjugé en me disant est-ce que ça va être simple, est-ce que ça va aller? Il n'y a pas vraiment de difficulté. Il n'y en a même pas du tout. C'est un échange entre un avocat et son client, et voilà. Et ma parole est prise autant en considération que le serait celle d'un homme. Liliane profite de son séjour au Qatar pour visiter Doha en compagnie d'un autre avocat. Pourquoi vous mettez des chaussures comme ça? Hein? Parce que je suis pas une femme, moi, je suis un homme. Mais c'est pour les hommes aussi, hein, ça. Ah, voilà un Hummer. Je reconnais parce que j'ai un jeune client à Nancy qui a ça. Enfin, il l'avait, parce que la justice s'en sont occupés. Simplement, leur choix, ça avait été de le prendre en jaune, ce qui est beaucoup moins discret que ça. Je disais qu'on voulait aller au centre commercial, qui est étonnant quand même. Il est immense. Au milieu, il y a une rivière et il y a une patinoire, par des températures invraisemblables. Et je disais à Raled qu'ici, on n'est pas au Hamas et que les décisions ne sont pas démocratiquement prises et qu'en tout premier, ce sont les caprices des femmes qui décident de ce qu'on va faire. Voilà ce que je disais. Donc Raled, allons-nous au centre commercial? Vous n'osez pas dire non, c'est déjà bien. Donc on fait encore 100 mètres et vous direz oui. Hein? Mon cher confrère, je tente un autre moyen de pression. Mon cher confrère, refuseriez-vous à une consoeur française la satisfaction d'aller visiter cet exceptionnel centre commercial? Je ne refuse rien à une femme. Bon, de toute façon, c'est réglé. Au final, on ira. Voilà. S'il est une avocate dont le nom échappe au grand public, c'est Jacqueline Lafont. Ses clients sont pourtant des hautes personnalités de la politique, mais elle pense que c'est en restant discrète qu'on réussit le mieux. Moi, je n'ai pas le sentiment de chercher à être connue. Bon, j'ai accepté de vous parler, mais ce n'était pas une démarche évidente pour moi. Je ne multiplie pas du tout ce genre d'intervention. Enfin, c'est pas un statut d'autorité que je recherche et que j'entretiens, loin de là. Les journalistes me connaissent d'ailleurs pour ça. Pierre est encore pire que moi. La notoriété, c'est quelque chose qui vient non pas forcément de nous au départ, mais des affaires que l'on a. Et donc des journalistes qui sont là et qui relaient votre présence et qui éventuellement vous interviewent à la sortie d'un procès. Jacqueline Lafont n'est pas du genre à se mettre en avant, mais elle ne refuse pas de parler de son métier. Invitée à Sciences Po pour un colloque sur les erreurs judiciaires, elle intervient aux côtés d'avocats comme Francis Piner. Vous n'avez pas trop de travail, ça va? Non. Et aujourd'hui, vous avez des femmes pénalistes remarquables comme Jacqueline Lafont, comme mon associée Caroline Toby et beaucoup d'autres. Et je vais plus arrêter de dire des noms, sinon elles m'en voudront de ne pas avoir été citées. Oui, mais généralement, c'est un milieu assez sexiste quand même. Non, c'est... On connaît que des grands avocats, mais pas de grandes avocates. Hein. Ça vous paraît normal? Non, c'est parce que pendant très longtemps, la clientèle pénale était une clientèle machiste. Et elle ne voulait pas de femmes avocats. Mais la clientèle pénale a évolué, maintenant vous voyez des femmes avocats. Francis Piner rejette habilement la responsabilité sur les clients plutôt que sur la profession, mais n'empêche. Jacqueline est aujourd'hui la seule femme invitée. J'aimerais bien voir en fait le... Ah, d'accord. Là c'est parfait. Ok, super. Alors regardez-moi messieurs, 1, 2, 3, et madame, excusez-moi. Bravo. Réflexion machiste. Voilà. Ok. Et je vous remercie. Ah, vous êtes... non. Il est évident que tout au long de nos carrières d'avocats, nous avons connu, laissé passer, nous sommes battus parfois en vain contre des erreurs judiciaires. L'action des avocats est souvent mal perçue. Elle est quand même souvent perçue comme un acte qui n'est pas un acte de justice. Moi, quand je défends un homme et quand je ne sais pas, mais en tout cas, je vais au bout du bout de ce que je peux faire de sa défense, j'ai l'impression de faire mon métier, j'ai l'impression de faire pour cela le plus beau métier du monde. Dans son sac, Jacqueline Lafont transporte bien des secrets. En 2015, un magazine l'a classée 4e avocate la plus puissante de France, tous sexes confondus.
si vous voulez, je me reconnais pas du tout dans le mot puissante, quoi. Vraiment, ça me flatte évidemment d'être éventuellement reconnue, désignée, même si je sais qu'il y a une part d'aléa et d'injustice dans ce genre de classement. Ça me flatte d'être désignée comme une avocate compétente, puissante. Franchement, je ne me reconnais pas dans ce qualificatif. Au tribunal de Paris, Serge Dassault passe devant la justice pour détournement de fonds. Jacqueline assure sa défense avec son mari Pierre Haïk. L'opinion publique a déjà jugé l'homme d'affaires, ce qui ne facilite pas la tâche de ses avocats. Nous, on défend tout le monde et on défend aussi Serge Dassault. Et puis on considère que les principes que l'on défend tous les jours au quotidien pour tout le monde, pour tous les justiciables, M. Serge Dassault doit aussi en bénéficier. Il est un justiciable différent pour plein de raisons, mais il est un justiciable aussi comme les autres. Voilà. Ça va. Alors ceci dit, je suis à la recherche de deux assesseurs. Jacqueline Lafont et Pierre Haïk ont tous deux commencé leur carrière sur des affaires de droit commun. Cette passion ne les a jamais quittés. Les voici aujourd'hui à la cour d'assises d'Évry. Le couple défend un homme qui aurait tiré au fusil et incité un complice à tuer son propre cousin, Nordine. C'est mon fils et j'estime qu'il a le droit à la justice. Il a le droit à ce que ses assassins soient punis parce qu'ils ne demandaient pas à mourir. Même le pardon, j'arriverai jamais à leur pardonner d'avoir retiré la vie de mon cousin. Jamais. Ils ont retiré une vie à 23 ans. Il avait 23 ans. Il était dans la fleur de l'âge. Il voulait se marier, faire des enfants avec sa petite copine. Il n'aura pas cette chance. Moi, je veux pas qu'ils sortent de prison. C'est pas des gens qu'on doit lâcher dans la société. C'est des gens très, très dangereux. L'altercation a eu lieu en avril 2011 dans les rues de Chelles. L'accusé a pris 20 ans de prison et son complice 18 ans. L'accusé a fait appel car s'il reconnaît avoir tiré des coups de feu, il dit qu'il n'a jamais demandé à son complice de tuer Nordine. Les douleurs sont vives pour la famille de la victime. J'arrête de parler, ça sert à rien. Pardon? J'arrête de parler, ça sert à rien. On verra après. On verra après. Les assises, il se passe toujours quelque chose. Oui, moi je pense que les assises, c'est quand même une des belles expériences de notre métier. Même quand c'est un peu menaçant à la rigueur. Oui, enfin moi j'aime pas ça, je me complais pas du tout là-dedans. Je suis très sidérée par cette violence qu'on ressent, puis je trouve ça lourd, et puis je serais quand même contente quand ça se terminera aussi, si ça se termine bien. C'est-à-dire avec un acquittement ? Je ne sais pas si c'est simplement l'acquittement, parce que de toute façon, il y aura une condamnation. Il ne peut pas être totalement blanchi, il y a des choses qui sont reconnues. Mais en tout cas, ça se terminera bien s'il est un tout petit peu entendu. Voilà. Tandis que Jacqueline se bat dans l'anonymat le plus complet pour son client, à Nancy, Janine et Nathalie s'expriment sur toutes les ondes. L'affaire Sylvie Leclerc fait grand bruit. La beauté, c'est vrai qu'elle a été complètement détruite. La notoriété est compliquée à gérer. Sur ce reportage, Nathalie est omniprésente, mais Janine n'y figure pas. C'est compliqué aujourd'hui, non, mais il faut que ça reste exceptionnel, parce que sinon, il faut que le travail de chacune soit reconnu. Donc c'est plutôt ça. Je ne vois pas pourquoi il y en a une autre qui serait en avant plus que l'autre, puisqu'on travaille ensemble, on travaille main dans la main. Ça crée des tensions. Il y a l'intérêt supérieur qui est celui de nos clientes et du cabinet, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, il n'y a pas de problème. On va pactiser, on va se parler, les choses vont rentrer dans l'ordre, parce que il y a quand même un combat qui dépasse ces petites tensions et ces mésententes médiatiques qui finalement ne sont pas du tout importantes. Si les jurés ne suivent pas, pour le meurtre de son conjoint, elle encourt la perpétuité. Ce matin, une surprise attend les deux avocates. Devant le tribunal, aucune caméra.
Les attentats de Bruxelles viennent d'avoir lieu. Dans la presse, le procès de Sylvie Leclerc passe désormais au second plan. De l'intérieur de l'aéroport, victime d'une double explosion. Il était Bonjour, vous êtes qui, vous? France 3. Régional? Ok. Julien, ça l'intéresse pas. Oh bah, c'est moi qui l'ai fait hier, n'importe quoi. Voilà, comme ça, c'est... Voilà, et pas trop près pour les rides. La première. Ouais, allez-y, allez-y. La salle de la cour d'assises de Nancy est magnifique, mais pour travailler en tant qu'avocat de la défense, on est dans la fosse, là. On est dans la fosse au lion. On est toute petite. Il y a un déséquilibre manifeste entre l'avocat général, la présidente et nous. Symboliquement, j'ai la tête coupée. Regardez, je suis sur le billot. C'est ça. Mais c'est voulu. C'est voulu. Hein. C'est symboliquement, une cour d'assises, c'est réfléchi. Donc il y a un impact automatiquement sur les jurés, sur le public et sur l'accusé. Au second jour du procès, Sylvie Leclerc semble un pantin traîné par son escorte. Elle sait que la veille, elle n'a pas su convaincre, même si sa sœur et sa fille la soutiennent sans faillir. Dans son sommeil, c'est une belle mort. Il n'a pas pu se rendre compte. Je cautionne pas l'acte de tuer. Mais c'était la meilleure chose qui pouvait arriver pour lui. Là. Il souffrait, elle souffrait. Il s'en serait pas sorti. Non, elle n'avait pas le choix. C'était elle ou lui. C'est bête de se dire que c'était la seule issue possible. Oui, c'est bête. Et c'est inexplicable. Oui, voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Elle a pété un plomb. C'était pas elle à ce moment-là. Et le pompon a été l'acte qu'elle a commis, qu'elle se pardonnera jamais. Ouais. Moi, je lui pardonne, mais elle non. Elle ne pardonnera jamais, elle. Ça la bouffera jusqu'à Elle me dit, je suis morte avec lui. Oui. Alors que les débats se poursuivent, les deux avocates ont le sentiment que les jurés ne comprennent pas ce qui a poussé Sylvie Leclerc à tuer de sang-froid Gérard Chaon. C'est très clair dans la notion d'emprise. En fait, elle veut toujours de Gérard Chaon, mais du Gérard Chaon qu'elle imagine et qu'elle fantasme, qui est celui de la lune de miel, celui qu'elle a rencontré quand elle avait 16 ans. Mais chaque fois, elle pense qu'il va changer. C'est pour ça qu'elle revient. C'est ça la notion d'emprise. Elle l'aime, mais elle aime un fantasme. Quelqu'un qui n'existe pas, qui est son prince charmant dans ses rêves. Et de temps en temps, il lui donne des petits éléments qui vont lui faire croire qu'il peut redevenir ce prince sur son cheval blanc. Et en fait, c'est un crapaud. Et c'est tout. Sylvie Leclerc s'effondre. Il faut l'évacuer. Je pense qu'elle a fait une décompression. Elle va pas bien. Elle va très très mal. Mais bon, la présidente, heureusement, elle a compris qu'il fallait arrêter. Oui. On va essayer de le remonter. Non, même nous, on comprend une question sur 4. Elle va pas tenir comme ça. Non, elle va pas tenir. Pour moi, c'est une femme en grande souffrance. Elle n'a rien à faire en maison d'arrêt. Il faut absolument la sortir de là et la faire soigner. Le procès est brièvement interrompu. À la reprise, Sylvie Leclerc est toujours en état second. Il est 22h et on en a encore pour 2 heures. Non, puis en plus, la cliente, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Elle est fatiguée. Non, ça va pas du tout. Les deux avocates demandent que la suite des débats soit reportée au lendemain. Mais Janine, je t'attends. Au revoir, Nathalie, vous expliquez plus. À demain. Mais c'est mon homme, hein. C'est mon homme. Elle me commande. Elle me commande. Hein. J'arrive, chérie. Il est très bon. Excellent. Ouais. Alors nous, on est bonnes finalement qu'à tendre les mouchoirs et les autres, ils pointent les contradictions et les versions protéiformes. C'est un peu mieux pour eux.
Bah, forcément, c'est des mecs. Hein. Les femmes, elles tombent les mouchoirs, ça c'est connu. Vous êtes très machiste, ce milieu? Ah bah, complètement. Ah bon? Bah, le milieu des pénalistes est un milieu très, très, très machiste. Donc effectivement, je disais, tu vas lire l'article, nous on tend les mouchoirs, d'accord? Et les avocats des parties civiles, eux, ils pointent très correctement les versions protéiformes de l'accusé. Mais nous, on tourne les mouchoirs, c'est pas mal. Hein. C'est le rôle qui est dévolu aux femmes, de tendre les mouchoirs. Nous, ils mettent ça? Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est intéressant. Bah, Ben voilà. Ouais. Pauvre type. Dit par une femme, c'est tout de suite moins sérieux. Dit par un homme, certains arguments sont tout de suite pris très au sérieux, bizarrement. Et qu'un homme demande une suspension d'urgence parce que la cliente va mal, je pense qu'on lui aurait accordé sans problème. Nous, ça a pris un certain temps avant qu'elle comprenne que Sylvie n'était pas en mesure de parler, qu'elle était extrêmement affaiblie et qu'elle allait s'écrouler. Bah, c'est énervant quand même. Ouais, on n'a pas fait que ça. Hein. On n'a pas fait que tendre des mouchoirs, je pense pas. C'est ce que je t'ai dit. Voilà. Donc c'est rageant. Voilà, c'est rageant. Alors que les deux avocates repartent au combat, Jacqueline Lafont vient de malmener l'expert balistique. La famille de la victime crie à la manipulation. Ça fait 3 heures que les avocats des accusés s'acharnent sur un expert balistique. C'est un expert, il connaît son métier. Il lui repose depuis 3 heures la même question. Il s'explique toujours sur la même chose. Il a fait son rapport. Ils veulent absolument lui faire dire ce qu'eux veulent entendre. C'est de l'acharnement psychologique. Incroyable. Au bout d'un moment, ça devient épuisant parce qu'on reste des humains. Il est peut-être expert balistique, mais ça reste un humain avant tout. Non, il fallait qu'ils fassent un rapport dans leur sens. Il fallait qu'ils mentent. Voilà, c'est une simplement. Je trouve qu'il n'était pas du tout rigoureux dans sa démonstration. Et il y a un moment où, quand vous lui posez des questions et que manifestement il emploie des mots différents selon que ça serve ou pas sa thèse, oui, ça m'a agacé plus que je ne l'ai agacé en tout cas. Les débats sont interminables. Jacqueline Lafont et Pierre Haïk s'impatientent. C'est pas très compatible avec la vie de famille. Non, c'est pas tous les jours non plus. Hein. Bon. Cela dit, je pense qu'il y a encore pire que ça, non? Oui. T'as 5 enfants, je sais pas comment tu fais. Moi, j'en ai 2. 5 enfants. 5. Ouais. Avec la même femme. Hein. S'il ne passe pas 15 ans sur le divan d'un psychanalyste, c'est que ça aura été. La fin de journée est houleuse. Jacqueline Lafont provoque une fronde inattendue. L'avocate alors avec qui elle lui passe son téléphone pour qu'elle parle avec une personne au téléphone. Alors avec qui on ne sait pas, mais elle lui donne son téléphone et il parle. Alors avec qui il parle, on ne sait pas. Donc la corruption va loin. Hein. On appelle son avocate qui donne le téléphone. Cour d'assises d'appel, jamais vu. Son conseil donne son téléphone pour qu'il appelle sa famille. On est quand même à 2 jours de l'appel, hein, à 2 jours de l'appel. Et ils ne sont pas là pour un vol de bonbons et recel de sucettes. Ils ont enlevé une vie à un jeune de 22 ans. Ils sont là pour meurtre, pour assassinat. Jacqueline Lafont et son mari sortent de façon précipitée. Objectivement, là, j'ai commis une erreur. J'aurais pas dû faire ça devant eux. Vous avez passé votre téléphone, c'est quoi? J'ai passé mon téléphone. Non, je n'ai pas l'habitude de passer mon téléphone aux détenus. Mais j'ai, avec l'autorisation des gendarmes qui sont les maîtres de ce genre de choses, demandé l'autorisation que mon client puisse dire bonsoir à sa femme, ce qu'il a fait. Voilà. Et dans le contexte un petit peu compliqué, c'était pas forcément une bonne idée. Donc, je vais aller voir la présidente demain pour lui dire. Mais bon, non, mais j'aime pas créer des incidents pour rien, donc c'est pas très grave. Est-ce que faire appel à des ténors du barreau peut être contre-productif? Non. C'est une espèce d'accusation induite souvent par les juges. Ah, mais vous avez un grand avocat, c'est que vous devez être très riche, vous devez être très coupable. Toutes ces interrogations sautent et sont sans objet et deviennent effectivement dérisoires si, quand vous êtes là, vous défendez les gens. Et je pense que les juges que nous avons en face de nous, c'est quelque chose qui, dans leur grande majorité, ils respectent
Et s'il y a un a priori au départ, quand il voit ce que l'on donne, je pense que ces a priori, encore une fois, sautent. Voilà. Nous prenons un dossier, ma seule préoccupation, c'est de voir si oui ou non je peux le sauver. Et j'essaye de faire tout ce que je peux faire pour le sauver. Voilà, c'est tout. C'est ma seule préoccupation. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Ni la presse, ni ceci, ni cela. Je me dis, voilà, il faut y aller au maximum et de donner tout ce que l'on peut donner. Voilà. Tandis que Jacqueline et son mari achèvent leur journée, Liliane se trouve au tribunal de Metz, à nouveau sur une affaire où on l'attend le moins. Ah, bah, il y a déjà du monde. Oh, bah, pas beaucoup, je suis un petit peu déçue. Tout ça, c'est pour votre affaire? Oui, ça me paraît raisonnable quand même. La France est secouée par les manifestations sur la loi El Khomri et la tension est à son comble. Des deux côtés, on s'accuse de violence. Au tribunal de Metz, 2 protestataires sont accusés d'avoir résisté à la police. C'est Liliane qui les défend. CGT, NPA, voilà. Donc mes clients, c'est le drapeau du NPA. Pour l'occasion, un petit groupe de syndicalistes s'est mobilisé. Ils demandent la relaxe pour Denis et Yann. Bon, c'est une manif très orientée à gauche. Vous souhaitez nous entretenir avec nous encore une dernière Un petit coup, oui. Ouais. Un petit coup de coaching comme ça, sans exagérer. Dans le tribunal, on... Ouais, allez. Ils ont l'air un peu atterrés, vos copains. Ceux qui sont devant la porte. Bah oui, pourquoi? Ils n'aiment pas les avocats? Oh non, je pense pas que c'est quelque chose... Je trouvais qu'ils étaient un peu... Les 2 hommes ne savent pas pourquoi ils se retrouvent devant la justice. Les policiers qui se disent molestés ne se sont même pas déplacés et de plus, ils n'ont eu aucune journée d'interruption de travail. Mais s'ils ne sont pas venus, c'est sans doute en raison de cette vidéo amateur filmée par un manifestant. On y voit un groupe peu nombreux qui a pris place sur un pont de Metz. Les esprits s'échauffent lorsque les policiers demandent de reculer. L'arrestation de cet homme fait monter la tension, mais sans violence apparente de la part des manifestants. C'est pourquoi les 2 accusés plaident leur innocence. Et s'ils ont choisi Liliane comme avocate, ce n'est pas par hasard. D'entre nous se servent des vidéos pour prouver... Elle a défendu Francis Hall. Respect, quoi. Il y a du respect, quoi. Bravo. Est-ce que vous êtes inquiet, messieurs? On n'est pas rassurés. Hein. On a confiance. On a confiance en notre avocate. On a confiance en nous aussi. Et à la justice. Ce que j'espère, c'est la relaxe. C'est normal. Ce serait normal. C'est vraiment mon avis. C'est le début des débats. Denis et Yann risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le délibéré a été rendu. C'est l'acquittement. Bah écoutez, c'est peut-être un peu cavalier pour le dire, mais ça, c'est du tribunal. Voilà. Je suis très contente. C'est une composition de femmes. Heureux, très content de voir que il y a quand même une justice et c'est rare. Vive la justice des femmes. Bon, on va aller faire un petit tour. Hein. Bon, pour Sushi, c'est difficile de la voir. Hein. Sushi, pauvre Sushi, viens là. Elle a l'air d'une limace dans l'herbe. Il y a des ruches, c'est marrant, elles ont des noms. Voilà. Il y a Marvin, Marie, Cathy et Sylvie. Ça y est, Soussou qui est attaqué déjà. Viens voir, Soussou, viens, on regarde, on regarde. Elle est en colère là. Fais voir mon lapin, c'est où? Oh, elle l'avait encore sur le dos. Sale bête. Ça y est, c'est fini, je l'ai enlevé. Allez, hop.
Ça, c'est un couteau de végétarien. Parce que, vous voyez, découper de la viande avec ça, moyen. Par contre, découper des avocats... Je dis ça sans méchanceté. Parce que vous découpez de temps en temps, vous avez l'impression de découper vos collègues qui vous embêtent? Non, pas qui m'embêtent, mais ça fait partie du métier. Hein. Vous savez, aux assises, quand vous êtes à la défense et que l'autre est à la partie civile, on n'est pas là pour faire des cadeaux quand même. Ceci étant, c'est pas la peine de les découper au couteau-pelle. Les confrères, globalement, ne dépassent pas trop les limites avec moi. Non. Je mentirais en disant le contraire, mais je vous dis, en plus, ce qu'il y a, c'est que je me laisse pas trop faire. Vous êtes une teigne. Non, je suis dans l'autodéfense. La confraternité, c'est difficile. Il faut s'entraîner. Hein. Puis c'est aussi au doigt de là que je m'y mette. Bon, voilà, un plat de grand chef, superbement présenté. L'avocate de tueurs en série aime particulièrement les petites histoires humaines qui font parfois les grandes tragédies. Ok, à demain. Merci, maître. Au revoir. Comme celle de cet homme à l'aspect tranquille, pourtant accusé de meurtre. Bon, ben, au revoir alors. Là, mon tracteur. C'est votre tracteur? Ah, c'est vraiment votre pays ici. Hein? Hein? Ah oui, c'est ma campagne. Ah. Ouais, c'est ma campagne. Je vois ça. Hein? Ah ouais. Toute la région vous appartient. Hein? Ah oui. Bah, j'ai toujours vécu dans les coins là. Bon. Bah, à bientôt alors. De toute façon, on se reverra à l'audience. Hein? Oui. Je pense que vous allez venir finalement. Oui, hein? Oui. D'accord. Allez. Il y a 3 ans, lors d'une soirée alcoolisée, Constant Delis tue sa femme d'un coup de fusil. L'accusation dit que c'est suite à une dispute, mais Constant explique que c'est un geste involontaire qu'il a cru tirer sur un renard. Depuis le drame, la justice lui a interdit de revenir dans sa maison jusqu'à son procès. Il ne supporte plus cet éloignement car il vit dans une HLM où il se sent mal. Liliane se rend sur les lieux du drame, une cabane en bois perdue dans la nature. Elle veut que la justice autorise Constant à revenir chez lui en attendant de statuer. Voilà, c'est un petit peu particulier. Voilà sa maison. C'est là, la maison de mon client, et c'est là que sa femme est morte, devant la porte. Et il y a sa fille qui est là. Ben oui, qui entretient la maison en espérant que son père va revenir le plus vite possible. Pourtant, ils en avaient mis des fers pour les pieds des chevaux. Il paraît que ça porte bonheur, hein, il y a la collection. Constant Delis, l'accusé, est farouchement défendu par ses filles et sa sœur. Ça s'est passé là? Hein? Ma mère, en fait, on ferait, il y a une chambre là. Là, elle a voulu aller réveiller ma sœur et du coup, ma mère, elle était là. Ça fait un angle, quoi. Voilà, vous voyez bien que ça. Et pourquoi il a tiré? Pour le renard, bah, c'est le renard qui voulait tirer. Ma mère, elle est arrivée de là, en fait. Mon père était là, je crois, à peu près vers là. Ma mère est arrivée de là, quoi. Donc, avec la porte ouverte. Mon frère s'est écroulé dans mes bras. Hein. Il disait je l'ai pas fait exprès, je l'ai pas fait exprès. Ma petite sœur, je l'ai pas fait exprès. J'entends que les paroles, je les ai jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Ça aurait pu être ma sœur, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. Il n'y avait pas personnellement ma mère. Hein. Moi, des fois, je dormais ici, ça aurait pu être moi. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être n'importe qui. Vous en voulez beaucoup, non, à votre père? Ah non, pas du tout. Bah non, on sait que c'est accidentellement. Jamais on lui en a voulu, hein. Jamais, à aucun moment, quoi. Elles en ont souffert du meurtre qui était en prison. Hein. Elles ont été marquées. Hein. Jamais on s'est dit, il va y avoir les gendarmes, il va y avoir une enquête, enfin, tout ce cirque, quoi. Jamais de la vie, jamais. Ça ne nous est même pas venu à l'esprit. Oui, mais si vous voulez, même si on prend l'exemple d'un accident de chasse, quand même, le tireur se trouve en garde à vue à tous les coups. Hein. Parce que pour nous, bah, mon père, il aimait ma mère tellement. C'est comme moi, j'aime mon homme, voilà, c'est comme tout le monde, quand on s'aime, on s'aime. Moi, mon frère, je sais qu'il est blessé jusqu'à la mort. Hein. Et puis voilà. Non, après, il va attendre Dieu, là, hein, quand même. Même les gens ne le reconnaissent pas. Hein. Il a toujours vécu ici? Oui, toujours. Et puis pourtant, il a une maison en bas que sa fille habite dedans. Mais il y habitera jamais. C'est quasiment un homme des bois. Hein. Voilà, si, c'est vrai. Hein. Elle te fera rien, elle peut pas y aller.
Elle tremble là. Quel pitbull! Il y a quand même 6 enfants, quoi. Et je serais bien surprise qu'il n'y en ait pas une qui se démarque si M. Delis ne disait pas la vérité. Enfin, les filles, elles parlent d'une seule voix. On voit bien là, on en a vu. C'est leur mère quand même qui est concernée, leur mère avec qui elle vivait. Donc, je le crois, M. Delis, oui. Parce que de temps en temps, vous ne croyez pas du tout vos clients? Ah, c'est l'intéressante limite de ce qu'un avocat peut accepter de soutenir. Il n'est pas forcément nécessaire de croire ce que dit le client. Ce qui est important, c'est pas vraiment ça. C'est la thèse du client est-elle vraisemblable ou au moins est-elle possible? C'est ça la question. C'est sûr que quand on y croit, c'est encore mieux. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, ce que vous faites et comment vous le faites, en soulevant des poids colossaux, en talons aiguilles et en riant devant les médias. J'espère que votre nuit ne sera pas totalement blanche. Dites-vous bien que quoi qu'il arrive, vous aurez tout tenté pour Sylvie. En fait, moi, je suis pas sur Terre, là. Moi non plus. Je suis... Ça crée, les assises, ça crée comme de l'adrénaline, tu sais, comme une drogue, en fait. Parce que je suis hyper fatiguée, mais je ne sens pas la fatigue. Non? Oui, je suis pas là, moi. Je suis ailleurs. Ça va être dur quand ça va se terminer, parce qu'on est dans une spirale, là. Ah, mais je voulais un verre de vin rouge. Bah, c'est fait, non? Mais non, il m'a donné un verre de blanc. Bah, il faut demander toi-même ce que tu veux. Tu sais bien que quand on le demande à ta place, tu n'es jamais satisfaite. Mais non, mais parce que là, il faut que je sois un peu dans les vapes pour bien bosser. Mais le blanc, ça fait rien? C'est moins fort que le rouge. Demain, c'est le dernier jour du procès de Sylvie Leclerc. Janine et Nathalie vont peaufiner leur plaidoirie. Je vais rappeler simplement le chiffre des mois. Oui, bah ça c'est bien. Je vais mettre une fois de trop, les violences conjugales ont conduit une femme à se défendre et à commettre l'irréparable. Car je vous rappelle un seul chiffre. 137 femmes. Oui, tu redis le truc bien clair. On aurait dû la retrouver sur une table d'autopsie. Elle se sentait inutile. Parce qu'elle était devenue sa chose, son objet. Aujourd'hui, vous devez rendre une décision. Une décision, votre tâche n'est pas simple. C'est le moins qu'on puisse dire. D'autant que Sylvie a déjà été condamnée. Sylvie a déjà été condamnée dans sa vie à 35 années d'emprisonnement. 35 années de vie commune, silencieuse. Ouais. Voilà. Tu termines par ça, en gros. Donc moi, derrière, je reprends. Paradoxe évident. Non, Sylvie Leclerc n'a pas tué Gérard Charon. Tu dis ça, toi? Bien sûr. Bah, elle l'a tué. Mais non, mais c'est ça que tu comprends pas. Je commence comme ça. Bon, alors, non, Sylvie Leclerc n'a pas tué Gérard Charon. Non, ce n'est pas Sylvie Leclerc qui a tiré ce soir du 15 mai 2015. Regardez là cette femme, si fragile, perdue, elle n'était plus elle-même ce soir-là. On parle avec des confrères qui sont pénalistes, qui ont l'habitude de plaider aussi aux assises, et ils nous disent bon, c'est un client, je fais le job, je le fais le mieux possible, mais après, je me protège. Mais nous, non. Mais c'est le problème de cette activité qui est à la limite entre le juridique et le psy. Il y a forcément aussi une forme de transfert. Donc, on ne peut pas rester comme ça avec ce lien tellement proche, tellement fusionnel, que parfois, il en est toxique d'ailleurs. Et pour nous, et pour les clientes. Contrairement au duo parisien, Liliane Glock n'est pas du genre à se laisser envahir par sa clientèle. Mais certains, comme le tueur en série Francis Holm, ont des traitements de faveur. Je ne suis pas marquée par mes affaires. Voilà, on va dire ça. Non. C'est un reproche d'ailleurs qu'on fait assez souvent aux femmes avocats. On leur dit qu'elles n'ont pas assez de distance par rapport au dossier, etc. Moi, je crois que j'ai la distance. Il y a un tueur en série qui vous appelle toutes les semaines? Oui, Francis, bah oui. Écoutez, bon, il a envie de m'appeler une fois par semaine. Il m'appelle d'ailleurs en général le dimanche. En fait, moi, ça me dérange pas.
Il a commis des atrocités et moi, je suis spécialiste en droit pénal. Je peux pas être le médecin qui aime pas les malades, quand même. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Ça aussi, hein, il faut quand même que le public finisse par le comprendre un jour. Hein. Vitesse limitée à 110. La ritournelle qui consiste à dire ah, est-ce que vous pourriez défendre un tel? Comment pouvez-vous défendre un tel? Voilà. Je défends mes clients, je veux dire, je me marie pas avec, je m'associe pas avec eux, je suis pas devenue leur complice, mais je fais tout ce que je peux pour les défendre, ça me paraît normal. Au fond, c'est assez simple, ça me surprend qu'on ne puisse pas comprendre ce genre d'équation. C'est devant le tribunal de Nancy que Liliane Glock va tenter de défendre la cause de Constant Delis. Je suis bien garée, là? Bah ouais, nickel, hein. Mieux que je n'espérais. Celui-ci passe devant la cour pour demander à résider dans sa cabane en attendant son procès. Il a déjà fait 2 ans de prison préventive et 1 an de liberté surveillée. Il est là, monsieur? Oui. Bougez pas. Ça va? On espère avoir une bonne nouvelle pour toi. Qui repart à son domicile. Ça fait 3 ans et demi que j'attends de partir chez moi. On a pris un peu le bon Dieu. Voilà, hein. L'affaire est réglée en quelques minutes. C'est tout? Ça va? Bon, vous êtes content? Oui. Hein? On ne pouvait pas espérer mieux. Non. L'avocat général nous a dit qu'il pouvait placer ça aux assises. Oui, dans ces... Enfin, mi-janvier, on va dire. Encore un 13? Ah oui, c'est pas bien, hein, ça. Je pleure. Ah bah, dites donc. Vous êtes si content de retrouver votre forêt? Ah oui. Hein? Parce que c'est un peu ça, en fait. Ma famille, tout. Oui. Non, non. Merci. Mais attendez, il faut attendre le mois de janvier pour dire vraiment merci. Hein. Oui, mais enfin, déjà que je peux remonter un peu chez moi. Oui, déjà un peu. vous avez déjà passé l'été Oui. et vous allez faire tout le bois pour l'hiver. Voilà. Moi, je vais me faire sucrer mon permis pour cause de chien sur le bras, quoi. Ouais, Sushi, c'est de ta faute. C'est bien que ce soit des petites routes où on va pas vite, mais c'est quand même pas le meilleur plan pour conduire. Je suis l'avocat bucolique. Constant est tellement heureux qu'il souhaite se rendre immédiatement dans son ancienne demeure. Eh ben voilà, Soussou, tu vas aller à la campagne. J'aime bien la campagne. Alors, Voilà, ta maison. on est revenu. Tu veux revenir chez toi? Content? Ah oui, très heureux, très heureux. Je regarde les fleurs. Ils m'ont mis des fleurs, les enfants. Bien. Quand tu as bourré, t'as Les filles sont pas là. Ils ont un contour d'eau. Ils ont tué, c'est bien. Ah oui. Ça va, rien n'a changé. C'est comme c'était. Vous y voyez encore votre femme ici, non? Ah bah oui, oui. Et sa chaise, là. C'était sa chaise. À manger là, ma femme là, puis moi là. Mais dans quelques mois, Constant Delis va se retrouver devant la cour d'assises. Liliane Glock s'attend à un rude combat. Elle va plaider l'homicide involontaire. Tenter le tout pour la défense de ses clients, qu'ils soient hommes politiques ou meurtriers, c'est ce que fait aussi Jacqueline Lafont. À Évry, l'avocat général a demandé 20 ans de prison pour l'accusé qu'elle représente, la même peine qui avait été prononcée en première instance. Il en faut plus pour impressionner Jacqueline Lafont. Elle va plaider l'acquittement pour la majorité des accusations. Je ne vomis pas avant d'aller plaider. Mais oui, c'est toujours un stress, c'est toujours une angoisse. On a toujours l'impression que beaucoup de choses se sont passées, surtout aux assises, pendant les procès, avec une grosse masse d'informations. Et on se lève toujours, et au moment où on se lève, on se demande, enfin en tout cas moi, comment est-ce qu'on va organiser les choses. Et sans jamais être... Elles ne sont jamais très définies à l'avance, donc c'est toujours angoissant. Ouais. Jacqueline part pour 1h30 de plaidoirie. Parce qu'ils ont pris des ténors. Si la peine est amoindrie, c'est que la justice, il y a un problème. Parce que si on a les moyens, on peut se défendre.
Ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas se défendre. Je ne pourrais pas accepter que les personnes qui ont assassiné mon fils sortent de prison. Ça, c'est hors de question. Dans la salle des pas perdus, des policiers ont été appelés en renfort. Le verdict va être rendu. Ce sera 15 ans de prison pour l'accusé principal, 5 ans de moins que la peine initiale. Merci. 15 ans? Là, je suis choquée. Juste dégoûtant. C'est juste, voilà, on vient de prouver qu'il n'y a pas de justice. Voilà, il n'y a pas de justice. 15 ans, ils ont baissé les 2 peines. Vous vous rendez compte? 15 ans pour quelqu'un ils ont donné la mort avec l'intention de la donner. On n'attend pas des gens dans le noir avec des fusils de chasse et des fusils à pompe. Il n'y a pas de justice en France. Tu tues quelqu'un, tu prends 15 ans. On va tuer maintenant. C'est de la rigolade maintenant. Vous rigolez et votre femme, elle s'empresse d'aller vite appeler les parents de la bonne nouvelle. Madame, vous l'auriez fait si ça avait été votre fils. Mais bien sûr. Pas pour un sale type, pour un assassin. Ça n'a pas été une mort naturelle, ça a été un assassin. Il n'a pas été acquitté. Non, il n'a pas été acquitté. C'est tout comme. Mais non, 15 ans, ça vous paraît... Moi, je ne reverrai plus jamais mon neveu. Je sais, madame, je sais. Non, Ça, vous ne le savez pas, vous n'avez pas l'air de le savoir. Mais comment? Je l'ai Non. plaidé, madame. Ouais. Pour vous. Oui. Non, vous n'avez rien plaidé. Vous n'avez rien plaidé du tout. Et qui sont cours, là. Trop vite, il a fait son père. Pour éviter les débordements, les policiers poussent les familles vers la sortie. Je suis satisfaite parce qu'il a quand même été diminué de 5 ans et que c'est bien, ça change les choses pour lui. Il était content. Et donc nous aussi. On regarde. Je vous remercie beaucoup et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. C'est qui, ça? C'est sa femme. C'est adorable, franchement. C'est adorable. Les avocats s'éclipsent par une porte arrière. Mais là, on est fatigué. Très fatigué. Une peine pas trop sévère. Janine et Nathalie en rêvent. L'avocat général a réclamé 9 ans de prison ferme et elles espèrent que leur plaidoirie a attendri les jurés. Bien, bon, allez, bien, on a réussi, ça y est, c'est fini. Allez, maintenant on va assumer la décision. Hein, allez, on y va. Oui, on va l'assumer et ce sera plus long. Allez, vas-y. C'est fini. Nathalie fait part de son émotion à Aude, la fille de Sylvie. Bravo pour ce que vous faites. On attend le verdict. Les jurés ont bien vu qu'elle était dans un état de confusion. Grâce à ma profession, j'ai rencontré de très très belles personnes. Parce que ces personnes qui sont fracassées, qui sont fragilisées, elles ont une sensibilité toute particulière. Et moi, ça me touche parce que je ne veux pas pleurer, mais par exemple, Aude, qui est une fille en apparence extrêmement forte, en réalité, elle a une carapace avec une hypersensibilité. Et je pense que je suis un petit peu comme elle. Hein. Et donc, voilà, ça me touche. Mais c'est la déception. Les jurés condamnent Sylvie Leclerc à 9 ans de prison. Elle est hébétée. À la semaine prochaine. Maman, Sa famille est sous le choc. Janine et Nathalie ont décidé de ne pas faire appel, mais pour elles, c'est un échec. Symboliquement, le message n'est pas passé. Cette femme a disjoncté au moment des faits. Elle n'était pas responsable pénalement, ou en tout cas, il fallait vraiment limiter sa responsabilité pénale avec un signe fort qui aurait dû être envoyé encore une fois de plus par la société, par la Cour. Il y a eu des dysfonctionnements, on les a soulignés, on les a pointés du doigt, rien n'a été entendu. Finalement, elle a été jugée comme une criminelle de droit commun et je trouve ça scandaleux. Moi, je suis hyper déçue. J'ai envie de pleurer.